Les États-Unis ont pris le contrôle de l'aéroport vénézuélien. Washington tient l'aéroport comme si c'était sa propriété privée. Les vols civils sont suspendus et malgré les réactions des autorités vénézuéliennes, la situation reste la même. Donc, ils ont le contrôle sur qui entre et qui sort du pays par les airs. Le ministre de l'Intérieur a pris la parole, la vice-présidente aussi, et chacun essaie de rassurer la population. Mais honnêtement, ça ne va pas. Pour l'instant, tout porte à croire que le Venezuela a été laissé seul, abandonné face à cette humiliation. Peut-être qu'on se trompe, on attend les actions concrètes des alliés du Venezuela. En géopolitique, rien n'est jamais figé et tout en fait évolue très vite. Donc on ne sait pas comment va réagir pour l'instant les alliés du Venezuela. Mais à l'heure actuelle, ce que les États-Unis viennent de faire ressemble à une démonstration de force massive. C'est une claque monumentale pour le Sud global et pour tous les pays qui montent en puissance et qui pour ça défient l'ordre occidental. Donald Trump, dans cette opération, n'a pas respecté les règles américaines internes ni les lois internationales. Normalement, il aurait dû consulter le comité des forces armées du Sénat américain, obtenir l'autorisation officielle avant toute intervention militaire. Mais s'il faisait ça, ça allait créer des alertes. Et en prévenant tout le monde, Maduro aurait eu le temps de fuir, de se cacher, de se préparer ou même de riposter, ce qu'il voulait éviter. Trump, lui, de son côté, veut avant tout le pétrole vénézuélien et à n'importe quel prix. En ce début d'année 2026, le 3 janvier 2026, ce qu'il vient de faire est une gifle historique pour tous les pays du Sud. Surtout que tout cela arrive alors que le Venezuela était censé être protégé par des alliés puissants. La Russie, la Chine, l'Iran, qui avaient promis monts et merveilles, tout pour pouvoir protéger Maduro et le Venezuela. Et pourtant, voilà où on en est. CNN rapporte que le Sénat américain n'a pas été averti à l'avance. Donc, est très fâché contre Donald Trump. Ou alors, ça peut juste être des communications diplomatiques d'usage. Ils font semblant d'être fâchés, mais en intérieur, ils l'acclament, ils l'applaudissent. Ils disent félicitations. Heureusement même que tu as fait ça. Donc, tout ça prouve clairement que Trump ne se soucie ni du droit international, ni même des institutions de son propre pays. Tout ce qui compte pour lui, pour eux, c'est la victoire. Il veut montrer que l'Amérique décide, agit, impose, point final. Et si aujourd'hui, il semble sourire avec des présidents comme Poutine, Xi Jinping ou d'autres à travers le monde, rien ne dit que demain, ils ne vont pas subir la même chose. C'est littéralement l'effet de quelqu'un qui te serre la main droite et qui, avec la main gauche, tient une arme. Je le dis et je le répète, celui qui respecte les règles, c'est le faible. Voilà une série d'explosions au Venezuela, à Caracas, les bases de Fort Tiuna et l'aéroport du Generalissimo Francisco de Miranda ont été attaqués. Là, c'est l'espace aérien du Venezuela. Ça ressemble maintenant à ça. Regardez. Il n'y a plus rien, les avions sont tout autour, mais rien au Venezuela. Il n'y a pas d'avion dans le ciel vénézuélien. Le représentant de l'armée américaine a refusé de commenter l'implication des forces américaines dans les explosions à Caracas, tout simplement. Il refuse de commenter, ça ne l'intéresse pas. Donald Trump a lui-même donné l'ordre de frapper des cibles à l'intérieur du Venezuela, y compris les installations militaires, rapporte donc le journal CBS News. L'une des frappes sur Caracas a touché la zone où est enterré l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez. Et ça, selon les médias locaux. Donc, il n'est même pas impossible que derrière tout ça, ils profitent pour introduire leur rituel, pour affaiblir le moral du pays. Parce que Hugo Chavez, c'est un symbole important du pays, de la nation. Voilà sa stèle qu'ils ont détruite. Et on ne connaît pas jusqu'où iront les implications spirituelles de cet acte. Les explosions à Caracas ont cessé, mais les avions militaires américains sont toujours dans les airs. Les déclarations du ministère russe des Affaires étrangères concernant l'agression armée des États-Unis contre le Venezuela. Donc, ce matin, les États-Unis ont commis un acte d'agression armée contre le Venezuela. Cela suscite une profonde préoccupation et une condamnation. Les prétextes avancés pour justifier ces actions sont infondés. L'hostilité idéologique a pris le pas sur le pragmatisme et sur la volonté de bâtir des relations de confiance et de prévisibilité. Or, on a été très clair. L'Occident ne respecte rien, n'a confiance à rien. Tout ce qui l'intéresse, c'est dominer. Dans la situation actuelle, il est primordial avant tout d'éviter toute nouvelle escalade et de s'orienter vers la recherche d'une issue par le dialogue. Nous partons du principe que tous les partenaires ayant des griefs réciproques doivent chercher à résoudre les problèmes par des solutions négociées. Nous sommes prêts à les soutenir dans ces efforts. L'Amérique latine doit demeurer une zone de paix, telle qu'elle s'est proclamée en 2014. Le Venezuela doit se voir garantir le droit de déterminer son propre destin sans aucune ingérence extérieure destructrice, encore moins militaire. Tout ça, ce sont toujours les déclarations du ministère des Affaires étrangères russe. On poursuit.
Nous affirmons notre solidarité envers le peuple vénézuélien ainsi que notre soutien au cap suivi par les dirigeants bolivariens visant à défendre les intérêts nationaux et la souveraineté du pays. Nous soutenons la déclaration du gouvernement vénézuélien et les dirigeants des pays d'Amérique latine concernant la convocation urgente d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Voici aussi le port de Guaira au Venezuela qui a été gravement endommagé par les frappes américaines. Donc maintenant, même si les choses reviennent, il y a énormément de dégâts qu'il faut réparer et ça va coûter très cher au Venezuela. Ici, les déclarations officielles de Caracas. La République bolivarienne du Venezuela rejette, condamne et dénonce auprès de la communauté internationale la grave agression militaire perpétrée par l'actuel gouvernement des États-Unis contre le territoire et la population vénézuélienne dans les zones civiles et militaires de la ville de Caracas, capitale de la République et des États Aragua et la Guaira. Cet acte constitue une violation flagrante de la Charte des Nations Unies, en particulier de ses articles 1 et 2, qui entérinent le respect de la souveraineté, l'égalité juridique des pays et l'interdiction du recours à la force. Une telle agression menace la paix et la stabilité internationale, en particulier en Amérique latine et dans les Caraïbes, et met en danger la vie de millions de personnes. L'objectif de cette attaque ne consiste en rien à d'autre qu'à s'emparer des ressources stratégiques du Venezuela, en particulier de son pétrole et de ses minerais, en tentant sous la contrainte de saper l'indépendance politique de la nation. Ils n'y arriveront pas. Après plus de 200 ans d'indépendance, le peuple et son gouvernement légitime restent inébranlables dans la défense de leur souveraineté et de leur droit inaliénable à définir leur destin. La tentative d'imposer une guerre coloniale pour détruire la forme républicaine du gouvernement et forcer un changement de régime en alliance avec l'oligarchie fasciste échouera comme toutes les tentatives précédentes. En 1811, le Venezuela a affronté et vaincu des empires. Lorsqu'en 1902, les puissances étrangères ont bombardé nos côtes, le président Cipriano a proclamé « Le pied insolent de l'étranger a profané le sol sacré de la patrie ». Aujourd'hui, avec l'esprit de Bolivar, de Miranda et de nos libérateurs, le peuple vénézuélien se lève de nouveau pour défendre son indépendance contre l'agression impériale. Que le peuple descende dans la rue. Communiqué numéro 2. Le gouvernement bolivarien du Venezuela appelle toutes les forces sociales et politiques du pays à activer le plan de mobilisation et à repousser cette attaque impérialiste. Le peuple vénézuélien et ses forces armées nationales bolivariennes, en parfaite fusion entre le peuple, l'armée et la police, sont déployés pour assurer la souveraineté et la paix. Parallèlement, la diplomatie bolivarienne de la paix présentera les plaintes correspondantes au Conseil de sécurité de l'ONU et son secrétaire général à la communauté d'États latino-américains et des Caraïbes, en abrégé CELAC, et au mouvement des non-alignés exigeant du gouvernement américain qu'il rende des comptes et soit condamné. Le président Nicolás Maduro, je suppose que c'est avant d'être kidnappé, a ordonné de mettre en œuvre tous les projets de défense nationale au moment opportun et dans les circonstances appropriées, en stricte conformité avec les dispositions de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, de la loi organique sur les états d'exception et de la loi organique sur la sécurité de la nation. En ce sens, le président Nicolás Maduro a signé et ordonné la mise en œuvre d'un décret déclarant l'état d'intervention externe sur tout le territoire national afin de protéger les droits de la population, d'assurer le fonctionnement total des institutions républicaines et d'engager immédiatement la lutte armée. Le pays entier se mobilise pour combattre cette agression impérialiste. De même, il a ordonné le déploiement immédiat du commandement pour la défense intégrale de la nation ainsi que les organes de direction pour la défense intégrale de tous les États de la municipalité du pays. En stricte conformité avec l'article 51 de la Charte des Nations Unies, le Venezuela se réserve le droit d'exercer la légitime défense pour protéger son peuple, son territoire et son indépendance. Nous appelons les peuples et les gouvernements d'Amérique latine, des Caraïbes et du monde à se mobiliser en solidarité active face à cette agression impérialiste. Comme l'a souligné le commandant suprême Hugo Chavez Fiaz, face à toute nouvelle difficulté, quelle qu'en soit l'ampleur, la réponse de tous les patriotes, c'est l'unité, la lutte, le combat et la victoire. Caracas, 3 janvier 2026. Le Venezuela a aussi demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Mexique a condamné les frappes américaines contre le Venezuela et a appelé au respect du droit international et de la Charte des Nations Unies.
Le 3 janvier, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est entretenu par téléphone avec la vice-présidente exécutive de la République bolivarienne du Venezuela, Rodriguez Gomez. Sergei Lavrov a exprimé sa ferme solidarité envers le peuple face à l'agression armée. La Russie va continuer de soutenir la politique du gouvernement bolivarien visant à protéger les intérêts nationaux et la souveraineté du pays. Les partis se sont prononcés en faveur de la prévention d'une nouvelle escalade et de la recherche d'une issue à la situation par le dialogue. Au cours de la conversation, les deux parties ont exprimé leur volonté commune de renforcer davantage le partenariat stratégique global entre la Russie et le Venezuela. À aucun moment, ils n'ont parlé de Nicolás Maduro et de son cas, de sa situation actuelle, de s'ils vont le libérer ou pas. Alors, M. Mégus, cette intervention américaine au Venezuela démontre une fois de plus, d'ailleurs on vient de l'évoquer avec Antoine, démontre une fois de plus la politique de Washington en Amérique latine et cette doctrine Monroe. Oui, tout à fait. Alors, pour vos auditeurs, la doctrine Monroe, c'était donc au XIXe siècle une stratégie de sécurité nationale des États-Unis qui prévoyait que le continent américain, toutes les ressources du continent américain appartenaient aux États-Unis et donc faisait de facto les pays latino-américains comme le précaré, comme votre invité l'a mentionné. Et dans l'optique de l'époque, c'était l'Amérique aux Américains. Alors il faut entendre l'Amérique aux États-Uniens, bien entendu. Il s'agissait d'expulser les anciens empires coloniaux européens. Aujourd'hui, le monde a changé, nous sommes dans le monde multipolaire et Washington a publié sa stratégie de sécurité nationale, donc il y a un mois, dans lequel il parle de retour à la doctrine Monroe. Il ne s'agit plus d'expulser les empires coloniaux européens, mais en tout cas d'en expulser son principal concurrent économique, la Chine, et de remettre la main, on l'a vu d'ailleurs les dernières semaines dans les déclarations de Donald Trump, où il considère que les ressources naturelles du Venezuela et de l'Amérique latine sont propriété des États-Unis. Donc évidemment, là, il s'agit d'une vision continentale que l'on l'a vu s'exprimer à travers les bombes et la barbarie de cette nuit. Monsieur Mégus, comment percevez-vous les scénarios à venir, notamment dans le contexte du silence de l'opposition vénézuélienne? Alors, j'ai entendu, et évidemment, l'Union européenne parler de transition, mais là encore, je crois qu'il faut analyser la situation telle qu'elle est à Caracas. Le président et sa femme ont été enlevés, séquestrés, comme dans un mauvais western. En revanche, la continuité constitutionnelle est assurée. Le ministre de la Défense a donné des déclarations cette nuit dans lesquelles il assure de cette continuité constitutionnelle et du soutien des forces armées au président constitutionnel Nicolás Maduro. La vice-présidente s'est elle aussi exprimée. Or, normalement, c'est à elle que revient la charge de l'exécutif. Le pouvoir législatif est en place, les pouvoirs régionaux et municipaux sont en place, le pouvoir judiciaire aussi. Et on a vu par exemple des hommes forts du chavisme, Diosdado Cabello, apparaître, alors que tous ces gens avaient été donnés pour morts par des fake news, apparaître et appeler les Vénézuéliens à la défense de la patrie. Donc, c'est-à-dire que la continuité constitutionnelle de la révolution bolivarienne est assurée pour l'instant. Je veux dire, une transition qui ferait venir Madame Machado se heurterait à une résistance civile, militaire et policière de la part des Vénézuéliens sur tout le territoire national. Monsieur Mégus, vous connaissez bien le Venezuela et toute l'Amérique latine. Quel est l'impact de cette opération militaire américaine sur la région? Évidemment, il est assez important. Hein. Ça faisait depuis plus de 30 ans que les États-Unis n'avaient pas bombardé un pays d'Amérique latine. Je rappelle que la communauté des États latino-américains et caribéens avait déclaré l'Amérique latine zone de paix. Donc évidemment, il y a des conséquences, c'est-à-dire beaucoup de pays, je pense à ces pays dirigés par des caisses enregistreuses de Washington, comme l'Argentine actuelle, le Chili de M. Cast, la Bolivie de Rodrigo Paz, le Pérou de José Reri et j'en passe, non, qui sont finalement plus des pays souverains,
mais des porte-paroles de Washington dans la région. Et ces pays vont encore plus s'aligner derrière les intérêts, non pas nationaux, mais les intérêts des États-Unis dans la région. Et puis, le message est passé, hein, pour tous ceux qui voudraient s'opposer ou faire une politique nationale souveraine et autonome, ils se heurteraient à la menace militaire des États-Unis. Donc c'est évidemment un message très fort que Washington a envoyé, c'est-à-dire c'est le retour du colonialisme le plus barbare. Et puis, dans tous ces pays, il y en a un quand même qui a beaucoup à perdre, c'est le Brésil, parce que le Brésil, aujourd'hui, est relégué à une voie diplomatique de faible importance, alors qu'il se voudrait un des moteurs de la région et du monde multipolaire. Le Brésil va devoir assumer des conséquences ici de l'intervention de Washington assez forte. Donc évidemment, il y a évidemment tout ce que je viens de dire, et puis le message évidemment passé à la Chine, n'est-ce pas? Washington met en place la stratégie de sécurité nationale qu'il a publiée il y a un mois et qui vise à expulser ses principaux concurrents économiques, la Chine ou d'autres du continent. Monsieur Mégus, quelles sont les répercussions économiques de cette opération américaine, en sachant bien que le Venezuela possède quand même 20% des réserves du pétrole dans le monde? Alors, voyez-vous, la veille de se faire capturer, le président Nicolas Maduro se réunissait avec M. Xu Xiaopi, qui était l'envoyé spécial de Xi Jinping pour évaluer la coopération stratégique. Il y a eu la révision de 600 accords économiques, commerciaux, la veille de sa capture. Donc, la Chine est présente au Venezuela et je pense n'entend pas abandonner ce pays ou n'entend pas du coup revenir sur les accords commerciaux, économiques qu'elle a passés en tant que pays souverain. Donc effectivement, là, si les États-Unis veulent commercer du pétrole avec le Venezuela l'a déjà dit plusieurs fois depuis des années, ils n'ont qu'à faire comme tous les autres pays, acheter le pétrole. Alors, on a entendu l'intervention du président américain Donald Trump. Je reprends ses propos, je cite « Nous avons utilisé la force contre Caracas. C'est une démonstration de force aujourd'hui. » Oh, bon, oui, merci d'abord pour l'opportunité. On peut le considérer que c'est une démonstration de force. Chaque fois qu'une violence est engagée et que des armes sont utilisées, des bombardements, bien sûr que c'est une expression de violence, c'est une expression de force et c'est aussi une démonstration de force, ça on peut le dire. Professeur Lagoquet, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le fait que le président américain affirme que le couple présidentiel doit faire face à la justice américaine? Bon pour moi, mon discours a toujours été constant. Que ce soit dans le cas de la crise ivoirienne, j'ai écrit un livre sur la crise ivoirienne. Les Français avaient fait la même chose, ils sont allés en Côte d'Ivoire sur des arguments qui ne tenaient pas et qu'ils ont bombardé Gbagbo Laurent, qui était le président, et puis ils l'ont remis aux rebelles et Gbagbo a été mis à la Cour pénale internationale de justice. Que ce soit avec le cas de Gbagbo, le cas de Kadhafi en Libye, ou bien le cas de Maduro, ma réaction est toujours la même. C'est une interférence qu'il faut condamner et que cela fait qu'aujourd'hui, Donald Trump, qui a été élu, et puis beaucoup de gens espéraient que le monde allait vivre un monde avec moins de guerres. On s'est rendu compte que cela n'est pas vrai, qu'il est un président américain typique, même si dans certaines de ses décisions, il paraissait atypique. Donc c'est la doctrine Monroe, c'est le manifeste Destiny, c'est la doctrine du corollaire 1910-1912, et c'est bien sûr le containment policy sous Truman, c'est tout cela qui a été fait contre Cuba, c'est la même chose qu'on voit aujourd'hui contre le Venezuela. Donc c'est une tristesse pour les peuples qui aspirent à la souveraineté. Moi, je n'ai pas fait d'enquête pour savoir si effectivement le Venezuela était impliqué dans cette affaire de drogue, mais ce qu'on sait, c'est que le président Trump lui-même a dit que le Venezuela avait pris le pétrole américain. En d'autres termes, la quête de ressources est aussi une des raisons pour lesquelles le président américain a fait cette opération.
Professeur Lagoquet, pensez-vous que le président Trump va s'arrêter à ce niveau? L'objectif a été atteint? Bien sûr que l'objectif n'a pas été atteint. C'est une action d'éclat qui a été faite pour montrer que les Américains pouvaient le faire. Mais moi, je ne sais pas si vous allez me poser la question, mais ce qui me préoccupe ici, c'est surtout c'est la réaction de la Russie avant l'opération américaine et de la Chine. C'est ce que je ne comprends pas. Quand j'ai vu que les Américains voulaient aller au Venezuela, des amis et moi avec qui on était en train de discuter, je leur ai dit que les seuls pays qui pouvaient sauver le Venezuela, c'était la Russie et la Chine. Si la Russie et la Chine n'empêchent pas l'opération, bien sûr que, quelle que soit la résistance du peuple vénézuélien, les Américains vont réussir parce que bon, c'est quand même la première puissance militaire dans le monde. Et donc, ils font preuve d'une violence particulière et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Alors donc, maintenant que Maduro est parti et que Maduro va certainement être jugé devant les tribunaux américains, ce qui est assez ridicule. Les États-Unis se sont opposés à la Cour pénale internationale de justice, mais ils estiment qu'ils peuvent prendre un président à l'étranger, l'amener devant les tribunaux américains, ils vont être les procureurs, ils vont être les juges sur le territoire américain. Bon, maintenant, il faut donc décapiter le régime du Venezuela, parce que c'est ça le véritable objectif. C'est quand on décapite le régime du Venezuela qu'après on peut maintenant exploiter les ressources. Donc, tel que on sait comment les gens fonctionnent, c'est sûr qu'il y a des négociations, des pressions pour demander aux gens de se rendre. Et donc, si les gens se résistent, donc il y aura donc une guerre qui va avoir lieu et il y aura beaucoup plus de morts. Et donc, bien sûr que les Américains ne vont pas s'arrêter à ce niveau. Ils vont continuer, surtout que la vice-présidence du Venezuela, le ministre de la Défense du Venezuela estime qu'il faut faire la résistance. Aussi, la résistance, la seule logique de résistance contre l'oppression et la violence va entraîner encore plus de violence et puis on verra ce qui va se passer. Mais les Américains ne vont pas s'arrêter à ce niveau si le Venezuela résiste. Alors vous, autant qu'ancien militaire, comment analyser cette opération militaire spéciale américaine au Venezuela? Alors vous parlez de son organisation opérationnelle? Oui. Oui, bon, bah, c'était un coup très bien monté. Je suis surpris que la défense antiaérienne vénézuélienne soit restée muette, parce que quand on voit les images, les hélicoptères volent relativement haut, donc ça aurait pu être des cibles assez faciles. Donc c'est une opération très bien montée sur le plan tactique, il n'y a rien à dire. En revanche, je pense que c'est une faute stratégique des États-Unis colossale. Ils se révèlent ce que l'on savait déjà, mais être ce qu'ils sont fondamentalement, c'est-à-dire un État voyou qui ne respecte pas le droit international depuis des années déjà, mais là, je crois qu'ils sont allés trop loin. Et il va falloir suivre les réactions de la Chine, en particulier s'agissant de la vente des métaux rares vers les États-Unis et de toutes les sanctions économiques que pourra prendre la Chine à l'égard des États-Unis. En tout état de cause, les États-Unis se mettent la communauté internationale à dos, sauf évidemment Kaja Kallas, l'imbécile qui tient lieu de ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Et dans la foulée, M. Charmagne, le ministère de la Défense du Venezuela a décrété la mobilisation. Faut-il s'attendre à une confrontation directe entre les deux armées? Alors ça, je ne le sais pas. Parce que pour l'instant, on ne sait pas ce qui a été touché. Les Américains ont commencé, avant de lancer les hélicoptères, ils ont envoyé une série de frappes aériennes. Donc, on ne sait pas quelles ont été les cibles. J'imagine qu'il doit s'agir des défenses antiaériennes, évidemment, pour pouvoir mener leur opération par hélicoptère. Le Venezuela dispose de missiles iraniens, chinois, russes, je ne sais pas, anti-navires hypersoniques. En tout cas, de l'Iran, je pense qu'ils en ont. Donc là, ça va se jouer. Est-ce qu'on va monter aux extrêmes de la violence? Ce n'est pas souhaitable, évidemment. Oui. Maintenant, je pense qu'il va y avoir, ça va se jouer, je pense,
la décision sera prise, je pense, entre la Chine et le Venezuela. Parce que la Chine a d'énormes intérêts au Venezuela et les Chinois sont prudents en général. Là, leur déclaration a été ferme. Donc, on va bien voir ce qui va se passer entre la Chine, le Venezuela. Le pétrole va continuer à se vendre, j'imagine. Et donc, il va falloir suivre ça de très près, je pense. Oui, et le pays voisin, la Colombie, a pris la décision pour le déploiement de ses militaires à la frontière. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette décision, M. Chamagne? Déjà, la position de la Colombie a été claire, malgré le fait que ses relations avec le Venezuela n'ont pas toujours été simples. Elle a pris fermement voix pour le Venezuela, elle a condamné l'action américaine. Je pense qu'en fait, tous les pays d'Amérique latine aujourd'hui doivent se sentir un peu fragiles. Ils doivent se dire ça risque de nous arriver à nous aussi. Donc, il serait bien qu'il y ait une solidarité latino-américaine pour contrer cette hégémonie américaine. Justement, quel est l'impact régional de ce qui s'est passé aujourd'hui au Venezuela? Vous l'avez vu, hein, la prise de position de la Colombie, la prise de position du Brésil est intéressante également parce qu'il faut se souvenir que le Brésil avait mis son veto pour que le Venezuela n'accède pas aux BRICS. Vous vous souvenez, l'année dernière, le Venezuela voulait entrer dans les BRICS et c'est le Brésil qui avait mis son veto. Donc la déclaration de Lula a été très claire et du coup je pense que nous risquons d'assister à une reconfiguration géopolitique de l'Amérique latine et à une union face à l'hégémonie américaine, ce qu'il en reste.